Et je reçois pour l'entretien Hervé Affagard, directeur général et cofondateur de MaaT Pharma. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent. Alors, ça fait presque un an, jour pour jour, date de votre dernier passage dans le journal des biotech. On rappelle, MaaT Pharma, c'est le spécialiste de la symbiose patient-microbiote dans le domaine de l'oncologie avec deux candidats médicaments en développement, MaaT13 et MaaT33. C'est pour faire très vite, on aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'on peut dire quand même, Hervé, pour commencer, c'est qu'il y a eu des avancées majeures pour le champ thérapeutique dans lequel vous évoluez. On va les citer. Fin 2022, l'approbation d'une biothérapie basée sur le microbiote pour le Swiss Pharring, pour la prévention de la récidive d'une maladie nosocomiale, l'infection assez difficile. On a CRS thérapeutique qui pourrait être le suivant. Il y a une décision de la FDA qui est attendue le 26 avril, vraiment au cœur de l'actu. Ça nous dit quoi ça? Est-ce qu'on a quand même l'impression que l'histoire s'accélère et que finalement, depuis quelques années, tous les gros acteurs commencent à se positionner sur le sujet et que c'est le moment où finalement le microbiote est en train de prendre le devant de la scène? En fait, effectivement, c'est un milestone très important, la première approbation de ce produit de la société Pharring aux États-Unis par la FDA. En fait, en réalité, c'est le deuxième produit. Il y a un produit c'est un peu plus confidentiel, mais dans la même indication, qui a été approuvé en Australie 10 jours avant. Ouais. Donc, en réalité, le premier produit, c'est en Australie qu'il a été approuvé. Mais en fait, la FDA, c'est quand même la mecque. Et c'était important que la FDA montre un chemin réglementaire. Comme dans toute biotech, il y a le financement, il y a le chemin réglementaire, la taille de marché, il y a quelques critères qu'il faut systématiquement atteindre. Et je dirais, jusqu'en novembre 2022, on n'avait pas coché la case, la FDA a approuvé un produit microbiote. Ouais. Donc maintenant, c'est fait. Et effectivement, ça s'accélère, puisqu'on parle de CRS à la fin du mois, mais il y en a encore d'autres qui arrivent derrière. Donc ça y est, la pompe est amorcée. Les investisseurs, les groupes pharma savent maintenant que pour des produits microbiotes, il y a un chemin réglementaire qui existe aux États-Unis. Les États-Unis semblent clairement pour le moment s'imposer dans le microbiote. Il y a la Corée du Sud aussi. Est-ce que pour vous, la France a sa carte à jouer ? La France a sa carte à jouer si elle ne s'endort pas sur ses lauriers. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a à peu près 200 sociétés microbiotes qui développent des produits dans le monde. Il y a 2 ans, c'était 32% de ces sociétés étaient en Europe. Aujourd'hui, on est passé à 19-20% et tout le trafic des sociétés créées est parti en Asie. Et ça, c'est assez notable. Donc les US, concrètement, ils dirigent 50% du flux de sociétés de développement de produits. L'Europe a vraiment baissé ces 2 dernières années, alors que ça a prodigieusement accéléré en Asie. Ce qui tient la France à niveau, qui est 3e au monde, derrière les US, la Corée, c'est la qualité de sa science académique. Mais maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est transformer l'essai, comment on est capable de faire du translationnel. Et ça, j'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement résolu. Il y a beaucoup d'initiatives. Le gouvernement français, pour vous donner une idée, a mis environ ces 2 dernières années à peu près 150 millions d'euros dans la recherche académique. C'est significatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et donc, des sociétés comme les nôtres, nous, on est là pour translater, c'est notre boulot. Donc, on a un vivier, on a juste le frigo à ouvrir, mais il faut qu'on réussisse ça. Et pour réussir, il faut des fonds, des approbations réglementaires aussi en Europe, etc. Bon, MaaT Pharma, il est au cœur de cet écosystème en France, en Europe. Est-ce que justement, vous sentez aussi, il y a le téléphone qui sonne, il y a des gros acteurs qui commencent à discuter avec vous sans rien bien sûr, nous dévoiler de secrets? Ouais, on a vu depuis le début de l'année, effectivement, d'abord des investisseurs qui nous suivent depuis longtemps reprendre d'initiative le téléphone pour nous demander où on en était. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. On a les pharma qui s'intéressent à nous plus qu'auparavant, du fait de cet environnement, mais également du fait qu'on progresse sur notre phase 3. Et puis qu'on a aussi une expansion de notre pipeline, notamment avec des indications en tumeurs solides, en mélanome. On en reparlera juste après. Donc en fait, on a un faisceau de raisons pour lesquelles, effectivement, les emails arrivent plutôt que les téléphones sonnent, si je me permets. Allons-y. On a plus de sollicitations, effectivement. Bon, les emails arrivent, et puis transition toute trouvée. Effectivement, si on se ressente sur MaaT Pharma, c'était cette phase 3 avec MaaT13 en Europe pour le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte. Vous l'aviez expliqué la dernière fois, on va quand même prendre le temps de revenir avant de revenir sur l'essai, de réexpliquer brièvement le fonctionnement de MaaT13 dans cette pathologie. Oui, alors en fait, MaaT13, c'est un produit microbiote. Donc en fait, juste pour rappeler un petit peu les choses, le microbiote intestinal, c'est environ 250 espèces bactériennes, 600 000 gènes, ça pèse 1,5 kg, et tout ça, c'est en interaction avec la partie humaine, ce qu'on appelle l'hôte, et ça va avoir une activité notamment sur l'immunologie. Nous, ce qu'on développe, notamment dans le rejet de greffe de cellules souches, c'est justement d'amener ce qu'on appelle une immuno
immunorestauration. Donc en fait, notre produit va aller activer d'une certaine manière les cellules T. Je m'arrête là pour la partie scientifique. Voilà, sinon on va tous se perdre. On va perdre tout le monde. Mais le mot immunorestaurateur est très important parce qu'en fait, les produits classiques qui sont sur le marché aujourd'hui sont des immunosuppresseurs. C'est-à-dire, on dit au système immunitaire, arrête de t'énerver. Alors que là, on a une forme de rééducation et d'appariement entre le microbiote et les cellules du système immunitaire. Et c'est pour ça qu'on parle d'immunorestauration. Donc c'est assez orthogonal par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que nos traitements sont assez complémentaires. Et d'ailleurs, sur les datas qu'on a présentées jusqu'à présent, il y a une suggestion d'efficacité clinique et d'amélioration de la survie qui est sûrement liée au fait qu'on adresse la maladie d'une autre manière. D'une façon différente. Voilà. Ouais. Comment se poursuit l'essai actuellement? Je crois que vous avez prévu de communiquer après la recommandation du comité de surveillance et de suivi. Quand est-ce que cela pourrait intervenir, si vous le savez, si vous pouvez le dire? Alors, effectivement, à la moitié des patients, donc l'étude de phase 3 va recruter 75 patients. Entre 30 et 35 patients, on sera autorisé à faire une analyse intermédiaire. Donc cette analyse intermédiaire, quand on aura recruté le bon nombre de patients, sera communiquée au marché, bien évidemment. Aujourd'hui, il est trop tôt pour confirmer la date initialement prévue, qui était au milieu de l'année 2023, puisqu'on est à la fois trop loin et trop près de l'échéance. Les recrutements continuent en Europe, c'est tout ce que je peux dire. Et voilà, on est à la fois... Il faut surveiller les annonces. Il faut surveiller les annonces, exactement. Bon, MAT13, il est aussi utilisé dans le cadre d'accès compassionnel en Europe, en parallèle de l'évaluation clinique. Quel est, outre le premier intérêt, bien sûr celui du bénéfice pour le patient, et c'est toujours l'intérêt qui arrive en premier, qu'est-ce que cela vous apporte en plus? Des données supplémentaires très utiles dans le cadre de votre évaluation clinique? Ouais, ces données sont très importantes parce qu'en fait, on est dans le monde de ce qu'on appelle les real world evidence, où ça nous permet, dans des configurations qui ne sont pas forcément celles de l'essai clinique, de voir aussi comment se comporte notre produit. Donc, 90% des patients qu'on traite avec cet essai compassionnel, mais on a vraiment fait beaucoup, on est à plus de 150 patients traités, va nous donner des informations en fait sur qu'est-ce qui se passe quand la GVHD est comme ci, qu'est-ce qui se passe quand on prend le patient plus tard, plus tôt. Et donc c'est super important en termes de data et ça nous a permis de mieux positionner la phase 3 d'ailleurs. On est descendu d'une ligne sur la phase 3 parce qu'on pense que c'est là où notre produit a un maximum d'efficacité. Notamment... Même dans le design de l'étude, ça a son importance. Et notamment puisqu'on a vu que l'immunorestauration était plus efficace quand il y avait une immunosuppression avant. Ça, on n'aurait pas pu le voir si on n'avait pas eu les accès compassionnels, les Early Access Programmes. Donc c'est super important, ça nous permet de créer des canaux de communication avec les investigateurs, puisqu'aujourd'hui 2/3 des centres français par exemple de transplantation de cellules souches ont utilisé au moins une fois MAT13. Donc ça nous permet d'acquérir de l'information, du contact, du réseau, et ça c'est super important. Au demeurant, d'un point de vue plus financier, étant donné l'auditoire de vos émissions, c'est aussi intéressant de dire qu'on facture. L'année dernière, on a rapporté 1,4 million d'euros de revenus grâce à ça. Généré par ces il y a du chiffre d'affaires et là, on est sur une tendance assez forte. Et nos produits ont été acheminés dans 5 pays européens déjà. Et je peux vous dire qu'on reçoit des demandes qui vont de l'Australie jusqu'à l'Ouest américain, en passant par le Maghreb et le Moyen-Orient, et toute l'Europe. Et en fait, du fait justement des datas qu'on a communiquées, ce programme est vraiment très successful. C'est pas une finalité en soi, ça va nous apporter essentiellement des données de sécurité, et puis les données d'efficacité, il faudra passer par les essais cliniques, évidemment. Bon, il faut aussi parler du développement américain de MAT13. Vous attendez une réponse de la FDA. Il y a eu le maintien de la suspension clinique qui a été reçue en août 2022. Quand on regarde votre communication, ça pourrait intervenir bientôt. Quelles sont les options? Je ne vais pas vous demander de vous dire quand ça va tomber, vous allez me dire je ne sais pas. Quelles sont les options sur la table en fonction de cette réponse? Alors, je voudrais rappeler deux choses. En fait, on a une stratégie par actif, MAT13, MAT33 et le produit MAT3X qui n'est pas encore disclosé. Donc chaque actif a sa stratégie US. Là, on est en train de parler du premier produit MAT13 et ce qu'on attend très prochainement, c'est la réponse de la FDA sur la levée du hold, donc pour pouvoir avancer nos développements aux États-Unis. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la FDA n'a jamais validé une technologie comme la nôtre. C'est-à-dire que celle qui a été validée au mois de novembre, qui nous aide beaucoup finalement, est une version N-1 de notre produit, parce que c'est une approche
plus rudimentaire que la nôtre. C'est-à-dire que la société qui a commencé à développer à partir de 2010, nous 2014. Donc quelque part, on est sur un angle technologique légèrement différent. Mais en fait, tout ce qu'ils ont validé pour cette société a été très instructif pour nous. Et d'ailleurs, on a choisi de répondre à la FDA après l'approbation, parce qu'on a tout est public maintenant. Et on a toutes les communications et on a pu enrichir. Donc on arrive avec une technologie qu'ils n'ont jamais revue et qui n'est pas développée aux États-Unis du tout. Donc on arrive avec quelque chose de nouveau, donc il a fallu un temps d'apprentissage. Donc on attend maintenant une réponse de la FDA. On est relativement optimiste sur le fait qu'on va pouvoir lever le hold. Je ne peux pas parler au nom de la FDA, mais on a un niveau d'optimisme suffisant. On est raisonnablement optimiste. Et les options qui s'offrent à nous, après, la question, c'est comment on va demander ce qu'on appelle un BLA aux États-Unis, in fine, parce qu'on a recruté beaucoup de patients, on a plus de 200 patients dans cette indication. Donc, comment on fait, puisque les États-Unis, si on devait, par exemple, démarrer un essai clinique aux États-Unis, ça démarrait très tard par rapport à tout le reste. Donc, on a un tel package qu'on va attendre de voir la réponse de la FDA. On va regarder ce qu'on a dans notre package et en fonction de ce qu'ils nous disent, on adaptera la stratégie. Donc c'est un petit peu tôt pour dire, mais en tout cas, raisonnablement optimiste sur le fait de lever le dernier point qui bloquait. Et une fois qu'on a les réponses, on va regarder tout ça dans son contexte et puis voir si la stratégie reste la même ou si on doit l'adapter. Bon, il va s'en passer des choses en 2023, parce que toujours avec MAT13, on a une étude de phase 2A en cours, c'est Picasso, c'est joli, dans le mélanome métastatique, ça c'est moins drôle. Ça doit servir à améliorer la réponse des patients aux inhibiteurs de points de contrôle. Là aussi, où est-ce qu'on en est des développements ? Alors déjà, nous, on est dans la mythologie avec nos noms de projets habituellement. Donc le fait que ça s'appelle Picasso, ça me permet de préciser que c'est le dieu de la guerre, c'est Arès. Oui, c'est ça. Ça me permet de préciser que c'est un partenariat avec la PHP, l'Institut Gustave Roussy, et que les sponsors, le sponsor de cet essai, c'est la PHP. Donc là, on est en partenariat. Donc c'est un essai où on va venir utiliser MAT13, le même produit que celui qui est utilisé en GVHD, pour améliorer la réponse aux immunothérapies. En moyenne, les immunothérapies répondent à 40%. Ici, on envisage de faire monter un petit peu la barre. Alors là, c'est pareil, c'est un essai qui est en cours de recrutement et on attend la fin des recrutements cette année, avec des résultats, on espère, dans la foulée. Et ça c'est important puisque ça nous ouvre pour la première fois le champ des tumeurs solides, qui sont des marchés beaucoup plus larges. Puisque le mélanome, notamment, est souvent une indication qui est utilisée pour ensuite rebondir sur d'autres indications, rein, poumon, vessie ou autres. Et donc, si ça fonctionne là, pour nous, ça va être intéressant pour la suite. C'est super intéressant en termes d'options stratégiques qui vont s'offrir à nous. Bon, oui, comme je le disais, il va falloir suivre tout ce qui se passe, parce qu'on a MAT13, mais oui, on a aussi MAT33, vous l'avez dit, notamment une étude de phase 2 qui devrait commencer bientôt. Là, l'indication, c'est l'amélioration de la survie globale post-allo HSCT, pour le dire plus simplement, c'est pour améliorer la vie des patients avec un cancer du sang ayant reçu une greffe de cellules souches. Là aussi, contour, durée de cet essai, comment aussi ça marche, comment ça fonctionne dans ce cadre-là ? Oui, alors en fait là on va intervenir de manière préventive, c'est-à-dire que typiquement la moitié des patients qu'on va traiter sont des patients qui ont une leucémie, et pour éradiquer complètement les tumeurs, les cellules cancéreuses, on va enlever le système immunitaire du patient et via une transplantation de cellules souches, on lui remet un autre système immunitaire et comme ça le cancer ne va pas revenir. C'est le principe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir avant la transplantation de cellules souches pour mettre en place un microbiote sain. Et ensuite, on va continuer à traiter le patient après la transplantation de cellules souches pendant 2 mois environ, pour maintenir son microbiote, toujours dans la même logique que de maintenir l'activité apaisée entre le système immunitaire et le microbiote intestinal. Et cette étude, elle est importante puisque c'est une très très belle étude qui a été challengée par tout le monde, des comités, des autorités réglementaires. C'était assez intéressant. Et c'est un très très bel essai et c'est le plus gros essai microbiote jamais fait au monde. Donc on a de l'ambition. C'est 387 patients. On l'espère, on pourra commencer, on devrait ouvrir les premiers centres avant l'été, c'est le projet. Donc on recrutera des patients quand ils seront là et puis on va recruter jusqu'à Q3 2025. C'est une longue étude, presque 400 patients. Et puis après on suivra les patients pendant 1 an et on aura les résultats définitifs de l'essai. Mais il y a déjà l'intermédiaire. Ça faisait partie des challenges pour vous disiez, est-ce que vous avez des échanges avec des plus gros? Oui. On a des échanges avec des pharma. Et ça en fait peut-être partie. Exactement. Et donc, on a dû ajuster notre protocole dans les discussions avec le réglementaire, dans les discussions avec les pharma,
qui nous demandaient des choses un peu plus saucissonnées. Donc, pour garantir l'intégrité de l'essai, on a toujours 387 patients, mais on a rajouté des étapes qui vont permettre d'avoir des milestones qui intéresseront aussi les marchés, évidemment. Bon. On a beaucoup parlé dans le journal du Biotech de l'importance du manufacturing. C'est pas forcément sexy pour les investisseurs particuliers qui nous regardent, hein, mais d'être capable de maîtriser la qualité, la quantité des lots de traitement de produits fournis. Et là-dessus, MaaT Pharma aura bientôt une réponse flambant neuve, si je puis dire, puisque votre usine construite en partenariat avec Sky Pharma, elle devait bientôt être opérationnelle. Quand est-ce que vous allez couper le ruban d'inauguration? Est-ce que vous confirmez que c'est vraiment important de maîtriser aussi, de maîtriser son produit dans sa fabrication? Oui, dans notre domaine, c'est majeur parce qu'en fait, principalement, il faut pouvoir maîtriser les rendements. Et du coup, il y a beaucoup de savoir-faire et c'est important qu'on ait les équipes MaaT Pharma qui puissent être dans leur usine. Et aujourd'hui, on n'a plus de place avec tous les projets qu'on vient d'évoquer, on n'a plus de place. Il faut pousser les murs. Et là, il faut pousser les murs, mais là, on les a vraiment poussés. On a 1600 mètres carrés qu'on inaugure, qu'on va commencer à exploiter d'ici l'été, et on pourrait faire les premières productions à l'automne. Donc, et en plus, donc c'est super important de maîtriser le manufacturing pour des raisons scientifiques, mais je reviens aussi à l'écosystème du microbiote en France et en Europe. Nous, on offre quelque chose d'assez unique avec notre partenaire Sky, et je pense que ça va nous permettre de faire des collaborations importantes. Ça veut dire produire pour d'autres, potentiellement? Ça peut être produire pour d'autres, effectivement. Ça peut être des microbiotes différents, ça peut pas forcément du microbiote fécal. Enfin, on a aujourd'hui une licence pour produire des produits biologiques. En fait, dans la capacité qu'on propose, c'est unique en Europe. Donc là aussi, le téléphone sonne un peu pour pouvoir justement fabriquer des produits de type ce qu'on appelle les écosystèmes complets, ce qu'on fait chez MaaT Pharma. Là aussi, pardon, les emails arrivent pour nous solliciter pour faire des partenariats. Et donc ça, c'est un sous-produit qu'on n'avait pas envisagé au départ. Mais on voit bien que c'est plus qu'important en fait. Et ça rassure les investisseurs parce qu'on a déjà l'infrastructure, on a déjà des produits sous accès compassionnel qu'on vend. Donc on a des centres de distribution, on enregistre les factures dans SAP. Enfin, toute la chaîne est là. Le Procure to Pay, il est là. Et on voit que même quand on a la science, quand le manufacturing ne suit pas, on le voit dans d'autres exemples, ça peut quelquefois beaucoup compliquer la donne. Pour les biotech, forcément, il faut qu'on parle de trésorerie. On est sur le journal Biotech sur Boursorama. On a un essai de phase 3 en cours, on a un essai de phase 2, on a un autre qui va se lancer, on a des développements précliniques. Quel horizon financier ça vous donne aujourd'hui ? Donc là, on s'est donné une petite clause de respiration parce qu'on a fait une petite levée de fonds de 12,7 millions en février. Donc ça nous donne une prévision de trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2024. Donc pour nous, l'idée, c'est de continuer à générer, faire avancer nos programmes. Et comme vous l'avez compris, 2023 est une année de génération de données encore. Et du coup, on va capitaliser là-dessus, soit pour nouer des partenariats avec des pharma, pour avoir du non dilutif, soit pour obtenir plus de grants, puisque le fait qu'on soit maintenant relativement late stage, ça ouvre des opportunités de financement un peu différentes. Ce n'est pas que des fonds propres. Et puis, pourquoi pas les fonds propres, on va rester opportuniste. Mais il y a tout un champ qui s'ouvre. On a voulu se mettre en situation où tout était possible. Et pour l'instant, je dirais, notre table de capitalisation est très propre. On n'a que des fonds propres ou de la dette BPI. Enfin, on est plutôt serein dans la mesure où les données suivent, évidemment. Bon. Question que je pose un petit peu rituellement pour finir le journal des biotech. Si on devait se retrouver en janvier 2024, quelle case vous devriez avoir coché sur cette année pour estimer que le job a été fait, Hervé ? Déjà, on sera vu à Lyon pour couper le ruban. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est principalement par rapport aux deux projets autour de MaaT13, la GVHD et Picasso. On aimerait avoir annoncé des résultats dans les deux études. On aimerait avoir, dans MaaT33, la très grosse étude, avoir bien avancé nos recrutements. Et voilà. Et puis, avoir continué aussi à garder notre ADN de ce qui fait qu'on est MaaT Pharma, des pionniers dans la médecine, continuer à développer l'équipe, continuer à développer les projets, notre écosystème, nos liens avec les investigateurs. C'est très important aussi pour moi que l'aventure humaine puisse garder la couleur qu'elle a depuis le début. Et donc, si on se voit en janvier 2024, je serais très content de vous dire qu'on a encore grandi, qu'on a des nouveaux coéquipiers qui sont aussi sympas que les anciens. Et que MaaT Pharma poursuit sa route. Et que MaaT Pharma poursuive sa route. Et puis qu'on ait ouvert le chemin aux États-Unis, évidemment. Bon, voilà, merci, ce sera le mot de la fin. Merci Hervé Affagard, directeur général et cofondateur pour ce point très complet sur MaaT Pharma. Merci beaucoup, Laurent. On se retrouve tout de suite pour notre deuxième entretien.